regard de l'évolution actuelle du boys love, j'ai ressenti l'envie et le besoin de faire un point sur ce sous-genre dont je suis moi-même lectrice. Souvent dénigré pour son aspect pornographique, pour sa représentation irréaliste des relations homosexuelles et pour sa narration considérée comme très codifiée, ce qu'on appelle aujourd'hui le BL est le résultat d'une histoire éditoriale complexe qui n'a cessé d'évoluer depuis les années 70. Ensemble, nous allons découvrir la naissance de ce genre qui trouve ses origines dans le shoujo manga au début des années 70 jusqu'à la production actuelle. Les différents qualificatifs qui ont jalonné les décennies s'inscrivent comme des mouvements ou des courants et c'est pour cette raison que j'utiliserai l'acronyme BL lorsque je parlerai du genre dans sa globalité comme un terme parapluie regroupant tous les autres. Différents termes qui constituent l'ensemble du BL comme shonen ai, danbi, yaoi et boys love ont vu leur utilisation déformée en Occident, amenant souvent à des classifications dénuées de sens comme l'idée selon laquelle le shonen ai serait une version édulcorée de ces histoires d'amour homosexuelles, alors que les yaoi en seraient une version érotique et ou pornographique. Il me semble donc intéressant de revenir sur ce sous-genre du shoujo manga qui, en quelques décennies, est devenu extrêmement populaire aussi bien au Japon que dans le reste du monde. Ainsi, nous verrons ensemble d'où vient le BL, quelles ont été ses sources d'inspiration, ses grandes mutations, et nous questionnerons sur son possible avenir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir aux origines de l'image du bishonen, le joli garçon, comme le fait Barbara Hartley, chercheuse en littérature japonaise dans son article A Genealogy of Boys Love, The Gaze of the Girl and the Bishonen Body in the Pre-War Images by Takabate Kasho, pour mieux comprendre cette représentation masculine la plus populaire et la plus majoritaire du genre. Hartley explique en s'appuyant sur les propos de Kajita Yuichiro au sujet d'une série d'images issues du magazine Nihon Shonen entre 1920 et 1930 que les représentations masculines de Takabatake Kasho s'inscrivent dans une ambivalence entre la passivité, la fragilité, l'éphémère et la tendresse. Hartley y voit là des qualités qui, je cite, participent à l'érotisation dans le style classique du boys love, des images du garçon japonais idéal de Kasho. Les représentations de Kasho sont également visibles dans les années 20 dans le célèbre magazine Shoujo no Tomo. La chercheuse explique que cette esthétique crée des figures masculines d'une grande beauté qui attirent les femmes et les filles autant que les hommes et les garçons. De leur côté, Mark McClellan et James Walker expliquent dans An Introduction to Boys Love in Japan que l'intérêt pour le bishonen et la célébration de la beauté des jeunes garçons sont présents au Japon bien avant le XXe siècle, en témoignent différents textes, comme le Dit du Genji de Murasaki Shibiku, paru en 1010, ou encore Le Grand Miroir de l'amour mâle de Ihara Saikaku, datant de 1687. Ils évoquent même la période Edo, où l'amour entre hommes était valorisé comme une pratique incluant des individus de haut rang dans de nombreux shoguns, renommés pour leur appréciation de la beauté des jeunes garçons. Les auteurs précisent néanmoins qu'on ne peut pas parler de tradition du boys love au Japon, du fait du contexte historique et culturel du pays. En effet, Takayuki Yokota Murakami explique dans Don Juan East-West on the Problematic of Comparative Literature que la vision amoureuse occidentale était jusqu'au milieu du 19e siècle inconnue des Japonais, aussi bien absente de leur vocabulaire que de leur littérature. Leith Morton appuie cette idée dans The Concept of Romantic Love in the Taiyo Magazine, en considérant que l'équivalent amoureux le plus probant et visible dans la littérature sous la période Meiji résidait dans les contes de samouraïs qui racontaient le dévouement amoureux entre des hommes d'un certain âge et des hommes plus jeunes. McClelland et Walker expliquent qu'à la fin de la période Meiji, l'assimilation au Japon de la sexologie de l'Ouest qui pathologisait l'homosexualité en développant en même temps l'hégémonie hétérosexuelle de l'amour romantique a conduit à une fermeture de l'identification sexuelle et de sa pratique. De même, comme nous l'avions vu dans l'épisode précédent en évoquant l'émergence du terme shoujo, la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle marquent des changements majeurs dans la vie des petites filles et des femmes. Hartley explique en effet que la norme de la bonne épouse / sage mère
mère entraîne un effacement de l'identité sexuelle des femmes. De fait, elle explique que c'est une des raisons pour lesquelles les images sexualisées de Bishonen de Kasho adressées aux lectrices des magazines pour filles ont contribué de manière puissante au développement du genre boys love. Elle ajoute que cette représentation masculine a été appuyée par la romancière Mori Mari qui, en 1961, publie A Lover's Forest, qui dépeint la relation amoureuse de deux hommes, la particularité de cette romance résidant dans la différence d'âge des deux protagonistes, un aux alentours de la quarantaine et l'autre de 17-18 ans, c'est le Bishonen. Cette célébration de la beauté des jeunes garçons est démontrée par Barbara Hartley par des exemples issus d'illustrations du Ono no Osu, le tourbillon des flammes, par Kasho dans le Shoujo no Tomo en 1926. Elle met le doigt sur cette idée que la beauté de ces bishonen réside dans leur expression passive empreinte de sensualité et de douleur, puisqu'ils sont souvent mis en scène dans des situations menaçantes et dangereuses. Elle parle d'un amalgame entre Eros et Thanatos, deux notions très présentes dans les premiers Shonen Ai des années 70, mais aussi de tout un pan du BL qui tend à mettre en avant une vision amoureuse qui trouverait son apogée dans la mort ou dans la violence par une mise en scène de relations mortifères. Si on ne peut effectivement pas parler de tradition du BL, il demeure que le bishonen a toujours été représenté auprès du public féminin et qu'il est devenu un élément constitutif du genre. Jin Chu Chen explique dans son article Beautiful Meaning and Powerful Explorations of the Bishoujo and the Bishonen in Taiwan's Anime Manga Fan Culture que le physique du bishonen est hérité du shoujo manga qui s'importe vers le shonen manga à la fin des années 70 et au début des années 80, explique l'intérêt des lectrices mais aussi des créatrices de doujinshi à utiliser ces personnages pour leur yaoi doujinshi dont je parlerai un peu plus tard. Il faut cependant garder en tête que si les origines de ces représentations peuvent être relativement anciennes et impactantes dans l'inconscient collectif, les autrices ne se réclament pas de Kasho, mais bien souvent d'influences occidentales et ou contemporaines. Hideko Mizuno expliquait par exemple en 2016 dans le Teaching-mook que lors de l'écriture de Fire en 1969, elle s'était inspirée de groupes de rock populaires des années 60 du Japon et du reste du monde pour dessiner son joli garçon. Elle dit, je cite, « Mon expérience avec le bishonen se limitait à ce qui se présentait à moi, mais les exemples auxquels j'étais confrontée étaient très beaux, avant d'ajouter « La première fois que je suis tombée sur cette esthétique, j'étais au collège. Je suis tombée sur un article sur Louis II de Bavière. Cet article, elle le trouve dans le magazine Anatsubake, publié par l'entreprise de cosmétiques Shiseido. Elle se souvient qu'on y présentait des choses dangereusement belles avec une inclination pour la perversion. La description de Louis II de Bavière le présentant comme fuyant le jour, embrassant la nuit, un amoureux des roses, des cygnes et de la lune. Cet entretien de Teaching-mook est d'autant plus intéressant à mon sens que l'accent est mis sur l'ouverture de la nudité dans le shoujo manga engendré par Fire, ainsi que sur l'extension du marché du manga en général jusqu'au BL, ce dernier étant devenu si populaire qu'il a désormais des rayons dédiés en librairie. Hideko Mizuno reconnaît que cela fut possible grâce à l'âge d'or du shoujo dans les années 70 et au groupe de l'an 24, à une époque où elle-même prenait ses distances avec cette cible éditoriale. La maternité du boys love est donnée à deux autrices, Takemiya Keiko et Moto Hagio. Toutes deux respectivement nées en 1950 et en 1949, elles participent dans les années 70 à une évolution majeure des productions shoujo que j'ai déjà détaillées dans l'épisode précédent. Elles sont au cœur de la création de ce qui va être nommé le Shonen Ai. Le premier titre du genre à paraître est d'ailleurs Yokito Oshi to Tenshito, rebaptisé ensuite Sanorum Nite de Takemiya Keiko, paru en 1970 dans le Besatsu Shoujo Comic. Cette histoire douce amère est narrée par un certain Serge Batour qui annonce la mort tragique d'Étoile, un jeune garçon à la beauté ensorcelante. Les deux adolescents se sont rencontrés dans une véranda, lieu où se tisse leur amour.
Serge est issu d'une famille gitane, ce qui lui vaut les représailles aussi bien de ses camarades de classe que des habitants de son village. Seule Étoile et sa sœur Angel l'acceptent. L'accent est toujours mis sur la beauté d'Étoile, sa soif de liberté et son audace. Aux yeux de Serge, il rend tout merveilleux et magique. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais leurs conditions sociales différentes et l'interdit que constitue leur relation mènent à la mort d'Étoile. James Walker explique dans A Brief History of Shonen Ai, Yaoi and Boys Love que peu après la publication de Sanrum Nite, Hagio et Takemiya se mettent en colocation dans le quartier de Oizumi à Tokyo. Elles vont tisser un lien très fort avec leur voisine Masuyama Norie, qui, admirative du travail de Takemiya Keiko, deviendra sa manager, l'autrice la qualifiant même comme son cerveau. Les trois femmes vont ensemble beaucoup échanger, Masuyama partageant avec les deux artistes sa passion pour la littérature et le cinéma, leur montrant de nombreuses œuvres qui vont les inspirer. À titre d'exemple, James Walker cite 3 romans d'Hermann Hesse, auteur allemand du XXe siècle, L'Ornière, paru en 1906, Demian en 1919, et Narcisse et Goldmoon, datant de 1930, tous trois se passant dans le milieu scolaire et ou religieux, présentant des relations amicales entre de jeunes garçons et des hommes plus âgés, et détenant une écriture centrée sur la psychologie des personnages. Les deux mangakas seront aussi inspirés par La mort à Venise, un roman de Thomas Mann paru en 1912, qui est adapté au cinéma en 1971 par Visconti, et dont le personnage principal, Tadzio, joué par Björn Andresen, laisse des traces même dans les publications shoujo de manière plus générale, puisqu'il incarne l'image parfaite du bishonen. Aussi, la relation qui le lie à Gustav von Aschenbach dans le roman et dans le film correspond parfaitement à cette célébration de la beauté des jeunes garçons par un homme plus âgé dont je parlais plus tôt. On trouve également le film Les amitiés particulières de Jean Delannoy, adapté du roman éponyme de Roger Perfit en 1964. Véritable drame, l'œuvre présente l'interdit de l'homosexualité dans le milieu religieux. L'action se déroule dans un pensionnat jésuite pour garçons. Cette œuvre va largement inspirer Moto Hagio pour son récit Le pensionnat de novembre, paru en 1971 dans le Besatsu Shoujo Comic. L'autrice confiait au magazine Atom en 2020 que Takemiya Sensei et son ami Masuyama Norie m'ont proposé un jour d'aller au cinéma voir ce film. Masuyama Sensei était déjà très sensible à tout ce qui touchait au romantisme masculin, à une forme d'élégance qu'elle appréciait aussi chez certains groupes de chanteurs. Moi, je n'étais pas une connaisseuse de tout ça, et à vrai dire, je n'ai jamais fait de fixation spécifique sur les jeunes garçons. Mais en sortant de la salle qui projetait les amitiés particulières, je me souviens avoir été marquée par ce que j'avais vu à l'écran. Les hommes y étaient beaux, raffinés, et ils se dégageaient du film, une atmosphère très inspirante. Au pensionnat de novembre, elle donnera une nouvelle forme en 1974 avec Le cœur de Thomas dans le Shukan Shoujo Comic. Prenant place dans un pensionnat pour garçons au cœur de l'Allemagne du XXe siècle, le récit raconte comment le suicide du jeune Thomas Werner, enfant adoré de tous, va chambouler le quotidien des élèves du gymnasium Schlotterberts. Il laisse pour unique testament une lettre adressée à son camarade Julius Moll Bayan dans laquelle il écrit « Cher Julius Moll, en mon dernier instant, ceci est mon amour pour toi. Ceci est le battement de mon cœur. Toi, tu sais ce que ça veut dire. » Celui à qui est destinée cette lettre est un élève exemplaire qui, depuis un lourd traumatisme, tente de retrouver la foi. La mort de Thomas agite tout le pensionnat et l'arrivée d'un nouvel élève, Eric von Fröhling, n'arrange pas l'ambiance générale et pour cause, le jeune Eric ressemble étrangement à Thomas. Chacun le comparant et le confondant avec le défunt, ce qui l'empêche de s'intégrer. Sous l'aile d'Oskar Reiser, ami de Julius Moll et autre personnage central du récit, Eric va tenter de se faire une place parmi les résidents. Les trois garçons vont ensemble, à force de confrontation et de discussion, dénouer les nœuds qui les étreignent pour se remettre de leurs souffrances et des difficultés de leur adolescence. De son côté, Takemiya Keiko propose en 1976 le titre Kazetoki no Uta, le poème du vent et des arbres, dans le magazine Besatsu Shoujo Comic, qui raconte la dramatique histoire d'amour entre Gilbert Cocteau et Serge Batour, deux personnages basés sur ceux de Sanrum Nite. Ils sont élèves à l'Académie Lacomblade de Provence, en France, en 1887. L'autrice ouvre son manga sur une relation sexuelle mettant en scène deux jeunes garçons. L'un d'entre eux est un blond aux yeux verts, à la beauté étourdissante. Il s'agit de Gilbert Cocteau. Kazetoki no Uta est un récit fleuve de 17 volumes paru entre 1976 et 1984, dans lequel Takemiya dit avoir voulu explorer et écrire sur l'amour sans entrave, l'amour sous tous ses angles, toutes ses formes, que ce soit entre un homme, une femme, un enfant ou une personne plus âgée.
Il ne fut pourtant pas facile de faire naître ce poème du vent et des arbres, outre ses sujets difficiles comme le viol, l'inceste, la pédophilie et le racisme. Takemiya a dû convaincre son éditeur d'accepter sa série. Elle dit avoir dû gagner le droit de faire Kazetoki no Uta en prouvant sa valeur et sa popularité. Devenu un titre emblématique du Shonen Ai, du BL et du shoujo en général, ce manga demeure d'une violence jusqu'alors peu vue pour la cible éditoriale, notamment parce que l'inceste et le viol sont frontalement présents par le personnage de Gilbert Cocteau, abusé depuis l'enfance par son oncle Auguste Beau, mais aussi par les amis de celui-ci. De l'autre côté, le personnage de Serge Batour, enfant issu d'une union interdite entre un noble et une gitane, est victime de racisme en permanence à cause de sa peau brune malgré ses origines nobles, sa relation avec Gilbert étant constamment remise en question. Takemiya explique « J'ai essayé de portraiturer la résilience de ces deux garçons, comment ils sont parvenus à survivre et à retrouver leur vie après avoir vécu une telle violence. » Moto Hagio et Takemiya Keiko vont ainsi faire naître les premiers BL, alors appelés Shonen Ai, ces mangas pour jeunes filles qui racontent des histoires d'amour entre des personnages masculins. James Walker explique que, dans ce flou occidental de tout un tas de choses européennes, Hagio, Takemiya et les autres artistes en ont emprunté librement les lieux, les personnages et les éléments scénaristiques, transfigurant au nouveau genre qu'est le Shonen Ai ces représentations nostalgiques d'amitiés intimes, autant que les relations romantiques et érotiques entre le beau garçon européen dans la littérature et les films. Parce que si l'on n'a pas de définition claire et précise de ce qu'est le Shonen Ai, il demeure que le genre se caractérise par sa mélancolie, par la force des sentiments qui unit les deux protagonistes concernés par la relation amoureuse et par la profondeur des thématiques abordées. Le Shonen Ai est d'ailleurs bien souvent rapproché du terme Tanbi, qui signifie esthétisme et recherche de la beauté, un mot généralement associé à la littérature traitant des relations homosexuelles. Ses premières productions ont pour cadre spatio-temporel l'Europe. Il faut attendre 77 pour qu'on trouve un Shonen Ai ayant lieu au Japon avec Mari Toshingo de Toshie Kihara, paru dans le magazine Lala, qui raconte en substance la vie de deux adolescents pendant l'ère Showa, Mari et Shingo, comment ils vont tomber petit à petit amoureux l'un de l'autre. L'autrice Yasuko Aoike emboîte le pas à Takemiya Keiko avec sa série From Heroica with Love, qui prend à contre-pied l'aspect tragique des récits de ses consoeurs en proposant en 76 dans le magazine Lala une comédie. Elle y met en scène deux personnages qui vont devenir iconiques, le comte Dorian Red de Gloria, dit Heroica, esthète homosexuel au goût très sûr et voleur professionnel d'œuvres d'art, et le major Klaus-Hein von Deb Eberbach, militaire travaillant au sein de l'OTAN. Si rien ne devrait permettre leur rencontre, ils se croisent constamment, l'un mettant des bâtons dans les roues de l'autre en permanence sans jamais véritablement le savoir. Les deux hommes, qui se détestent de prime abord, parviennent parfois à s'entendre et à coopérer si leurs intérêts respectifs le permettent. Tout repose sur cette dynamique et les quiproquos qu'elle entraîne, donnant un résultat burlesque et détonnant. Yasuko Aoike brise d'ailleurs en permanence le quatrième mur, rappelant à son lectorat que tout cela n'est qu'une fiction. Cette série a été publiée jusqu'en 2012, comptabilisant 39 volumes. Dans la même veine comique, on retrouve la série fleuve Pataero de Maya Mineo qui commence à être prépubliée dans le magazine Anna Toyume en 1978 jusqu'en 90, puis dans le Besatsu Anna Toyume en 91 jusqu'en 2018 et est jusqu'à aujourd'hui dans le Manga Park puisque la série continue et cumule plus de 100 volumes avec environ 20 millions de copies vendues. Il s'agit du premier BL à être adapté en animé avec la série de 49 épisodes Boku Pataero en 1982 et le film Stardust Keikaku en 1983 par la Toei Animation. En s'inspirant graphiquement de l'œuvre d'Aubrey Beardsley et de la mouvance fin de siècle, Maya Mineo, qui est un des rares représentants masculins derrière un BL, propose une œuvre à l'esthétique léchée. Racontant les aventures du souverain du royaume fictif Malinera, Pataero, 8e du nom, petit roi d'une dizaine d'années dont l'activité principale est bien plus d'agacer les adultes qui l'entourent que de s'inquiéter des affaires de son royaume. Dans un contexte qui rappelle celui de la guerre froide, Pataero s'offre régulièrement les services d'un agent anglais du MI6 pour assurer sa protection. Jack Barbarossa Bancoran, dit Bancoran, Ban ou Bishonen Killer, une véritable parodie de James Bond. Cette réputation de Bishonen Killer, il la doit au fait qu'il peut faire tomber en pâmoison le moindre Bishonen qui croise son regard, c'est en effet un grand séducteur. Si ses conquêtes passées sont nombreuses, il forme très vite un couple emblématique avec Mariesh, ancien agent du syndicat des diamants qui menace en permanence le jeune Pataero.
Comme Yasuko Aoike pour From Heroica with Love, Maya Mineo brise régulièrement le quatrième mur, se mettant lui-même en scène dans son activité de mangaka et joue avec humour sur les codes du shoujo manga. James Walker note l'importance du premier comic market ou comiquette en 1975 qui met sur le devant de la scène les productions de fans, les doujinshi, qui vont rapidement influencer le BL. De nombreux groupes de fans vont produire des histoires liées à et inspirées par les travaux de leur mangaka préférés, toutes cibles éditoriales confondues, ou mettent en scène des personnalités existantes. Va ainsi naître le yaoi, acronyme signifiant Yamanashi, Oshinashi, Iminashi, que l'on peut traduire par « pas de climax, pas de point, pas de sens », qui vient définir une grande partie des doujinshi parodies dont la narration serait la suivante. Vide de sens, sans scénario réel et qui se répète. Une structure que l'on retrouve particulièrement dans les créations qui mettent en scène des relations homosexuelles entre hommes produites par et pour des femmes. Ce terme apparaît au sein d'un cercle de mangaka amateurs et est utilisé de manière dépréciative pour définir tout type de doujinshi s'articulant comme tel. Une des figures de proue du yaoi, Maru Mikiko, propose en 1979 avec son cercle un florilège d'histoires d'amour entre hommes en disant « Même s'il n'y a pas de climax, pas de point et pas de sens, il y a l'éros », donnant par là même une idée très claire de ses productions amateurs. Atsu Akiko, connaissance de Takemi Akeko et de Moto Hagio, abonde dans le même sens. C'est vrai que ce manga n'a pas de climax, pas de point, pas de sens, mais il y a quelque chose. Que se passe-t-il entre ces garçons ? La relation homosexuelle et sexuelle est le centre de tout, sorte d'unité narrative autour de laquelle tourne l'intrigue. Les histoires n'ayant pas de point final, elles permettent de toujours proposer une suite. Kazuko Suzuki précise dans son article « What can we learn from Japanese professional BL writers? A sociological analysis on yaoi BL terminology and classifications » pour lequel elle a obtenu des entretiens avec des autrices que les mangaka professionnels interrogés associent le terme yaoi à la parodie ou au niji suzaku, des créations dérivées, dans le doujinshi. La production amateur va entraîner l'homogénéisation d'une communauté large qui comprend aussi bien des cercles amateurs créateurs que son lectorat et la désignation fujoshi, dont l'équivalent masculin est fudanshi, que l'on peut traduire par fille pourrie ou fille gâtée, va émerger dans les années 2000 pour désigner les jeunes femmes qui font partie des passionnés de yaoi doujinshi. Le terme, au même titre que celui de yaoi, est connoté négativement. La recherche du moe, à savoir la recherche de tous ces petits détails et éléments qui constituent la possibilité d'une relation entre deux protagonistes masculins, devient une caractéristique de ces fujoshis. Si je ne m'étendrai pas sur le sujet, je tiens tout de même à faire une parenthèse sur le fait que la recherche du moe est particulièrement visible aujourd'hui dans la production de BL chinois, la censure sévère ne permettant pas aux autrices et aux auteurs de mettre en scène l'homosexualité. Ce sont les petits détails qui vont permettre au lectorat de se faire une idée claire sur la nature de la relation qui lie les deux personnages masculins. Nagabuko Yoko explique en 2005 dans A Theory of Yaoi Fiction comment le yaoi doujinshi a influencé le champ professionnel du BL. On retrouve notamment le motif du yuk, le receveur, le bottom, le passif, et du sem, l'attaquant, le top, le dominant, qui va devenir une norme, voire un sujet de questionnement pour les personnages eux-mêmes lorsqu'il s'agit d'avoir des relations sexuelles. Ainsi, Yuk et Sem vont chacun se définir par un certain nombre de caractéristiques physiques et psychologiques qu'on a tendance à attribuer au genre féminin pour le Yuk et au genre masculin pour le Sem, et qui vont donner la dynamique du couple.
Nagabuko y voit là une manière de s'amuser avec le genre pour les créatrices. Elle note que l'utilisation de ces normes genrées par détournement permet de libérer les personnages de l'oppression qu'induit justement le genre socialement parlant. De son côté, Watanabe Yumiko écrit dans son article Yaoi as seen from the perspective of manga for boys and young men que le fort et le faible ne sont pas déterminés par un standard unique. Chaque personnage est dosé selon 3 échelles différentes. La société, la réalité corporelle ou corporéité et la spiritualité. Ces 3 facteurs combinés participent à créer un système riche en relations personnelles basé sur un équilibre subtil. Par exemple, un personnage avec un statut social élevé pourra être spirituellement inférieur à son partenaire, cela dépendant aussi de son partenaire d'une certaine manière. Selon les témoignages recueillis par Kazuko Suzuki, on comprend qu'une séparation entre la production yaoi doujinshi et la production BL est faite aussi bien par les artistes que par les éditeurs. À la différence du yaoi, il y a plusieurs règles que les autrices de BL doivent suivre, comme le principe du Ishibo Iketsu, un bâton, un trou, signifiant que le couple doit être monogame. Elle ajoute que nombreuses sont les autrices qui publient des doujinshi annexes ou des side stories à leur boys love si elles souhaitent prendre des libertés face à ce que Suzuki appelle la rigidité formelle du BL. Les comic markets deviennent ainsi des lieux de plus en plus populaires, les éditeurs recrutant de jeunes talents parmi les nombreux cercles présents à chaque édition. Le marché florissant du yaoi doujinshi, dont viennent encore aujourd'hui de nombreuses autrices de BL, vient grossir la production comme jamais. Beaucoup de ces artistes vont pouvoir se professionnaliser grâce au premier magazine consacré uniquement à ce type d'histoire, comme avec le June en 1978, qui, largement aidé par les contributions de Takemiya Keiko, va devenir une référence au point que le titre de la revue deviendra un terme pour définir un certain type de BL, prenant par là même le pas sur l'utilisation du terme Shonen Ai. Le magazine est décrit par son fondateur Sagawa Toshihiko comme étant entre la littérature et la pornographie, fait pour les filles qui s'étaient ouvertes à l'érotisme avec le Shonen Ai. Le magazine se veut un mélange entre une esthétique européenne et la culture populaire de l'époque de manière plus générale, tout en gardant en tête la spécificité de son lectorat. La revue se veut impactante par les visuels qu'elle propose. Kazuo Suzuki explique que le magazine est perçu par certaines autrices comme fondateur du boys love moderne. La revue peine pourtant à trouver un public à l'époque et s'arrête une année après avoir été lancée pour être reprise en 1981. June est intrinsèquement lié au Shonen Ai et au Tenbi, à tel point que sera lancé le Shosetsu June en 1982, magazine annexe uniquement consacré aux romans et aux nouvelles BL. Une autrice confiait à Kazuko Suzuki que le titre June évoque une image de l'interdit, d'un amour immoral dans lequel la souffrance découle de la nature socialement inacceptable des relations comme thème principal. Kazuo Suzuki établit un lien entre le Shonen Ai et le June et les distances du yaoi et du boys love pour des raisons narratives et structurelles. Une distinction par ailleurs confirmée par Takemiya Keiko qui confie à Minori Ishida dans l'essai Isoyaka na Kyoku que dans le champ du BL contemporain, je ne peux pas transmettre ce que je veux.
Junai était fait pour que je puisse transmettre ce que je voulais dire selon ma culture préférée, d'après mes mots favoris, selon ma vérité. Je pense que la plupart des BL sont des jeux d'amour, un service pour le lecteur plutôt qu'une assertion sur un sujet de la part de l'auteur. Le magazine, qui sera disponible dans le commerce jusqu'en 2013, évoluera dans un sens où la réaction du lectorat et ses attentes vont prévaloir sur les envies de l'auteur, une mangaka ayant travaillé au sein de Junai avouant « J'étais vaincue par mon lectorat dans ma propre activité créative. Le couple sur lequel je souhaitais le plus écrire n'était pas le couple favori des lectrices. J'ai eu l'autorisation d'écrire sur ce couple que je préférais à cause de l'intégralité des ventes déjà engrangées par la popularité du couple préféré du lectorat. » Un autre magazine spécialisé arrive sur le marché en 1980. Nommé Alan, la revue propose de son côté une alternative plus textuelle que visuelle. Le magazine ne se concentre pas uniquement sur les relations gays et s'ouvre également au lesbianisme. Un autre magazine, Gecko, publié à partir de 84, se veut quant à lui plus sombre, davantage centré sur l'esthétique du bizarre et du grotesque, s'intégrant parfaitement dans l'idée d'Eros et de Thanatos. Les trois magazines à l'époque proposent autant de discussions sur l'homosexualité que des entretiens avec des célébrités ou simplement des contributions du lectorat. Les années 80 voient ainsi naître des récits qui se réclament autant de la structure narrative du yaoi amateur que du shonen ai des années 70. C'est le cas de Minami Ozaki, qui fait effectivement partie de ces mangaka issus de cercles amateurs qui démarrent leur carrière avec le doujinshi et le yaoi, où elle commence en 1984 à l'âge de 20 ans. Elle se professionnalise au sein du magazine Shoujo Margaret en 1988, sa première série à succès démarrant l'année suivante. Il s'agit de Zetsuai 9089, série composée de 5 volumes qui raconte comment le chanteur Kuji Nanjo, a priori basé sur le vocaliste du groupe Bakuchiku, Atsushi Sakurai, va tomber amoureux de manière obsessionnelle de Takuto Izumi, un jeune homme passionné par le football, personnage inspiré de Captain Tsubasa, série sur laquelle l'autrice produisait des yaoi doujinshi. Le manga aura une suite, Bronze Zetsuai Since 9089, de 14 volumes, publiés entre 92 et 2006. Le manga prend racine dans la manière dont se composent les yaoi doujinshi, à savoir reprendre des personnages et s'en inspirer, ici pour en créer de nouveaux, et mettre en avant l'érotisme. Exemple parfait pour décrire la forme narrative la plus populaire de l'époque, la série Zetsuai met en scène ce que je me permets d'appeler des motifs. Le sem, Kuji Nanjo, est particulièrement possessif, voyeuriste, mais aussi volage. Il trompe son partenaire à plusieurs reprises avec des femmes et est violent. On note la présence d'actes de violence physique, de tentatives de viol et de viol au sein de l'entièreté de la série envers son partenaire. Le Yuk, Takuto Izumi, n'est absolument pas consentant et refuse à de nombreuses reprises les avances du sem. Il tombe tout de même amoureux de ce dernier, désirant même être, je cite, violé par son partenaire. La relation entre le sem et le yuk n'est pas statique. Si rien ne change concernant la notion de top et de bottom la plupart du temps dans le cadre de l'acte sexuel, cela ne veut pas dire que les rôles de dominant et de dominé ne sont pas interchangeables hors de la sexualité. On remarque ainsi dans Zetsuai que Koji Nanjo, fragilisé par son passé, va passer d'un rôle de dominant à celui de dominé et que Takuto Izumi va passer de dominé à dominant progressivement. Il s'agit là du champ spirituel évoqué par Watanabe Yumiko que je citais plus tôt, qui se détache de l'unique notion de corporéité. La violence subie par les deux personnages est aussi bien extérieure, c'est-à-dire la question de la société et de la non-acceptation de la relation amoureuse, qu'interne à leur couple, à savoir la jalousie excessive, la violence physique et sexuelle, les coups bas, sans oublier l'idée que les personnages ne se considèrent jamais comme homosexuels.
Tout est rassemblé pour donner à la relation une teneur dramatique derrière laquelle est soulevée la notion d'un amour éternel envers et contre tous. Anthony Giddens explique dans son article The Transformation of Intimacy, Sexuality, Love, Eroticism in Modern Societies du concept de relation pure qui ne serait dirigée que selon les sentiments des deux parties du couple et non selon les éléments extérieurs et perturbateurs. Le manga est adapté en 2 OAV, Zetsuai 1989 par le studio Madhouse en 1992, suivi 2 ans plus tard par Bronze Zetsuai Since 1989 par le studio Production IG. Particulièrement populaire, le manga donne lieu à un roman, à la commercialisation de disques musicaux liés au personnage de Koji Nanjo, ainsi qu'à la production d'une vidéo musicale animée éditée par le magazine Margaret lui-même et produite par le studio d'animation Madhouse Bronze Catexis. La décennie reste toujours marquée par les écrits de Moto Hagio et Takemiya Keiko qui, même si le terme Shonen Ai tombe en désuétude à cause de celui de Jone, continuent de proposer des mangas axés sur les relations entre hommes. C'est le cas par exemple de la série de science-fiction Marginal de Moto Hagio, prépubliée entre 85 et 87, pour un total de 5 volumes dans le Petit Flower, qu'on peut voir rapprocher du genre. L'autrice imagine un monde où les femmes auraient disparu, presque complètement suite à une catastrophe biologique. Seule une femme demeure encore, elle est appelée maman et est l'utérus de l'humanité. Les hommes ne vivant en général pas plus de 30 ans, il est nécessaire que maman produise des enfants. Réflexion autour de la place de la femme dans la société, véritable bijou de science-fiction et excellente dystopie, la série Marginal propose d'imaginer comment, en l'absence de femmes, la société patriarcale du manga va se tourner vers de jeunes garçons pour assouvir ses désirs. Il s'avère que ce monde n'est en fait qu'une vaste expérimentation menée par des êtres humains dans une société où les 2 sexes existent bien depuis mars. En 1981, Takemiya Keiko achève sa série d'histoires courtes Ensukyoku qu'elle avait démarré à la fin des années 70. Le manga se situe dans le milieu de la musique classique et a été écrit en collaboration avec Norie Matsuyama, qui se trouve être à l'origine de l'histoire. Les différents récits qui composent Ensukyoku ont été publiés dans de nombreux magazines shoujo tels que le Anatoyume, le Monthly Princess ou encore le Grapefruit, parmi plusieurs autres. On y suit entre autres intrigues l'amour et l'admiration que porte le violoniste Eduardo Solti, dit Ednan, à Hannes Wolfgang Richter, dit Wolf, pianiste de grand talent puis chef d'orchestre. Rarement cité parmi les shonen ai mais reprenant l'essence même du genre, le manga historique Izuru no Tenshi de Ryoko Yamagishi, paru en 1980 dans le magazine Lala qui prend place au VIe siècle, pendant la période Asuka au Japon, et qui narre la vie du prince Shotoku au sein de la famille impériale Yamato. Connu notamment pour avoir massivement participé à la diffusion du bouddhisme dans le pays du soleil levant, le prince avait également une grande influence politique. Yamagishi lui prête des sentiments amoureux pour Soga Noemichi, autre homme politique influent de l'époque. Autre manga notable, Tomoe de Akisato Wakuni, dont le premier volume Nemureru Mori no Binan paraît en 1986 dans le Petit Flower. L'intrigue se concentre sur un jeune interne homosexuel japonais dans un hôpital new-yorkais, Tomoe Hisaishi, qui vit une relation amoureuse avec un de ses collègues, Richard Stein. Entre les conventions de l'époque et l'homophobie non dissimulée de la société, leur amour a une issue tragique. Les déboires de Tomoe continuent dans le volume suivant, paru en 1987, au titre éponyme, qui suit le personnage entre les États-Unis, le Japon et l'Afghanistan, pays dans lequel il s'engage en tant que médecin de guerre pendant le conflit qui oppose les États-Unis à la Russie sur les territoires afghans pendant la guerre froide. En délocalisant son intrigue dans le New York des années 80 à une période où le sida se développe considérablement, stigmatisant encore davantage les hommes homosexuels, Akisato Wakuni tente de donner une vision réaliste de ce que pouvait être l'homosexualité à l'époque. Je me permets d'ajouter Banana Fish d'Akemi Yoshida, paru en 1985 dans le Besatsu Shoujo Comic, qui est considéré comme un BL shonen ai par certains chercheurs. Akemi Yoshida n'a de son côté jamais nié la dimension homo-érotique fantasmagorique qui ressort de la relation entretenue entre ses 2 personnages principaux, Ash Lynx et Eiji Okumura, comme elle le confie en 98 à Gact dans un ouvrage consacré au groupe de rock Malice Mizer. Elle reconnaissait même en 2000 auprès du magazine Queer Japan qu'elle comprenait qu'on lui reproche le fantasme mis en scène. Je cite: « Je ne suis pas gay moi-même. Ainsi, quand je pense que tomber amoureux de quelqu'un du même sexe est quelque chose d'incroyable, ce n'est pas comme si je pouvais le comprendre intimement. Quand les gens lisent mon travail, ils peuvent se dire « ce n'est pas comme ça ». Il y a des moments où je me suis sentie désolée en pensant au fait que des lecteurs gays aient pu trouver mon travail offensant. »
Si Banana Fish ne fait pas l'unanimité quand elle est considérée comme un BL shonen ai, son cas est intéressant puisqu'il questionne ce qui est constitutif d'un BL. Peut-on appeler BL une œuvre qui traite de relations homosexuelles entre hommes à partir du moment où elle s'adresse à la démographie shoujo ? La question n'a évidemment pas de réponse définitive, mais il me semble important de se la poser lorsqu'on essaye de comprendre la place et le fonctionnement de ces récits. Les années 90 vont se caractériser par une multiplication des magazines consacrés au BL. James Walker parle d'une extension et d'une expansion du yaoi doujinshi qui impacte le marché. Il constate que beaucoup d'artistes à l'origine de doujinshi sont officiellement publiés dans des muku, magazine book, proposant deux alternatives, une version manga et une version prosaïque. Il décompte en tout une trentaine de nouveaux magazines entre 1989 et 1995, dans lesquels sont proposés autant de yaoi doujinshi que de publications originales, notant que la plupart des magazines sont sous-titrés avec les termes yaoi, faisant tomber le terme june en désuétude et liant ainsi les productions yaoi doujinshi aux productions originales, tandis que quelques magazines commencent à présenter leur contenu avec les termes boys love. Walker considère que ce chevauchement continu entre les productions non commerciales, les yaoi doujinshi, et commerciales, peut expliquer pourquoi même si yaoi et boys love demeurent dans l'usage courant, la distinction entre les deux n'a jamais été clairement posée. Alors qu'actuellement plusieurs artistes, fans, critiques et universitaires traitent les deux termes comme synonymes, d'autres font une distinction entre yaoi et boys love, considérant que le premier vient du doujinshi et que le second vient de médias publiés dans le commerce, une distinction qui reflète clairement l'histoire du BL manga. Walker constate également que si le shonen ai proposait essentiellement des intrigues se déroulant à l'étranger, la plupart des nouvelles productions de la décennie se déroulent désormais au Japon, et les quelques titres se passant sur le continent américain mettent en scène des personnages d'origine japonaise. Il explique également que les années 90 voient la publication de douzaines de BL manga en version tankōbon chaque mois. L'explosion du marché est telle que de plus en plus de librairies se mettent à proposer des rayons consacrés uniquement au BL, certaines boutiques se consacrant même uniquement au genre. Les éditeurs commencent également à proposer des dramas CD, des audiobooks très populaires. On dénombre progressivement de plus en plus d'adaptations animées, aussi bien de mangas que de romans BL des titres les plus célèbres de l'époque. Par exemple, Ai no Kosabi, roman de Reiko Yoshihara, qui paraît entre 86 et 87 dans le Shosetsu June et est adapté en 2 OAV entre 92 et 94. Dans un système solaire lointain, la planète Amoy est dirigée par une intelligence artificielle nommée Jupiter qui établit 3 rangs. Les androïdes au sommet de la pyramide, les citoyens, une sorte de classe moyenne, vivant sous surveillance permanente, et enfin les bâtards, les rebuts de la société, demeurant dans ce qu'on appelle la zone 9. Dans cette société totalement segmentée, existent également les pets animals de jeunes garçons n'existant que pour satisfaire les désirs des androïdes, les furnitures des eunuques au service de la caste régnante. L'intrigue se concentre sur la relation entretenue entre un androïde Jason Mink et le bâtard Ricky. Dans un univers à l'esthétique futuriste et BDSM, l'autrice raconte comment la relation entre les deux hommes va petit à petit constituer un tabou dans une société où tout est savamment millimétré. Autre titre adapté, on retrouve Kizuna de Kazuma Kodaka, dont le manga est adapté en 3 OEV entre 94 et
2004, 2 ans après la sortie du premier volume de la série, disponible à partir de 1993 dans le célèbre magazine B-Boy. La série de 11 volumes raconte le concubinage de 2 étudiants, Ranmaru Samejima et Kei Enjoji. Le premier est un kandoka talentueux qui va devoir abandonner sa discipline, le second est le fils d'un yakuza qui tente à tout prix d'échapper à son héritage. On retrouve également Bokuwa Konomama Kaeranai de Kazuma Ushida, publié par Ozora Shupan dans le magazine Anagumi, qui va bénéficier d'un OAV de 30 minutes produit par JC Staff en 1994. L'anime écourte largement le propos, qui dure sur 5 volumes originellement, mais reprend l'essentiel de l'intrigue, à savoir Ritsuru Yoshinari et Ken Hamafuji sont amis depuis l'enfance. Le premier est encore élève au lycée, tandis que le second vit seul et est escorte pour gagner sa vie. Hamafuji a toujours été amoureux de son amie sans jamais le lui avouer, préférant séduire ses petites amies pour qu'il rompe avec elle plutôt que de lui confesser ses sentiments profonds. Yoshinari finit cependant par tomber amoureux de son amie et les deux vont se mettre ensemble. Autre titre extrêmement populaire à l'époque, adapté en 3 OAV de plus de 30 minutes, Bokuwa Sexuaru Harassumento, mon harcèlement sexuel en français, tiré du manga de Sakura Momo publié en 1993, qui raconte en substance, comme le titre l'indique, le harcèlement sexuel que subit Junya Mushizuki alors qu'il travaille dans une grande entreprise. Son patron Honma Harunomi lui fait très vite comprendre que s'il veut parvenir à ses fins dans son travail, il lui faut utiliser tous les moyens à disposition, sous-entendant qu'il doit utiliser son corps pour obtenir des contrats. Les 2 hommes vont finir par entretenir des relations sexuelles et par tomber amoureux. Parmi les autres BL mangas extrêmement populaires de l'époque, on trouve Fake de Mato Sanami, prépublié entre 1994 et 2000 dans le B-Boy, et dont l'action se déroule à New York. La mangaka y raconte les enquêtes de Randy McLean, inspecteur d'origine japonaise, et de son coéquipier Dean Lattener, qui se trouve être particulièrement entreprenant. La série de 7 volumes bénéficie d'un OAV en 1996 produit par JC Staff. La fin des années 90 est marquée par le début de la prépublication du célèbre titre Haruo Daiteita de Nita Yuka, qui se poursuivra jusqu'en 2006 dans le B-Boy. Animée par Trinet Entertainment en 2005, la série fleuve de 14 volumes se concentre sur 2 acteurs pornographiques, Kyosuke Iwaki et Koji Kato. Rivaux dans le travail, leur carrière va prendre un nouveau tournant lorsque, pour les besoins du casting de l'adaptation d'un roman, ils doivent faire un essai ensemble pour une scène de sexe homosexuel afin de départager lequel des deux aura le rôle principal du film, alors qu'ils ne travaillent jusqu'alors que pour des productions hétérosexuelles. Surpris de prime abord, Iwaki va finalement obtenir le rôle principal. Le film ayant rencontré un immense succès, la production décide d'en faire une série télé et fait de nouveau appel à Iwaki pour qu'il reprenne son rôle et lui impose son rival Kato pour jouer celui de son partenaire. Les 2 hommes vont petit à petit quitter le milieu de la pornographie pour rentrer dans le monde du cinéma et vont nouer, à mesure que le temps passe, une relation amoureuse dans laquelle l'accent est beaucoup mis sur l'importance de la communication au sein du couple. Certains titres s'éloignent considérablement des propositions les plus mainstream, comme la courte série en 2 volumes Tsuki no Sandaru de Fumi Yoshinaga en 1994 dans le Hanaoto DX. Le premier volume se concentre essentiellement sur le lycéen Kobayashi Koichi, jeune homme à la carrure impressionnante et amoureux de son professeur d'histoire, Ida Sensei. Alors bien décidé à lui avouer ses sentiments, il découvre que ce professeur qu'il chérit tant a déjà quelqu'un dans sa vie, un homme. Comprenant qu'il ne pourra jamais entretenir de relation avec lui, il va apprendre à vivre avec son homosexualité. Ida, de son côté, vit une relation amoureuse épanouissante avec son amant, avec lequel il va définitivement s'installer avant de remplir des papiers d'adoption nécessaires à officialiser leur union, symbole d'un mariage entre eux. Il faut noter que la plupart des BL mangas de Fumi Yoshinaga mettent en scène des personnages homosexuels qui assument leur orientation et qui l'expriment relativement ouvertement. Enfin, en 1995 est publiée la série en 4 volumes New York, New York de Marimo Ragawa dans le magazine Anna Toyume. La série se déroule ainsi à New York et raconte l'histoire d'amour tumultueuse entre un policier, Kane Walker, et un jeune homme au passé trouble, Mel Fredericks. Kane Walker vit très mal son homosexualité, sa place dans les forces de police et la souffrance de voir ses amis mourir de sida l'invitent à cacher sa nature aux yeux de la société et de ses proches. Marimo Ragawa n'hésite pas à mettre en scène la violence conjugale, physique et psychologique, ainsi que l'homophobie et n'épargne rien à ses personnages. Cependant, le titre est marquant pour le parti qu'il prend, à savoir mettre en scène les traumatismes frontalement, ne jamais minimiser les conséquences des actes commis. Elle offre ainsi à son lectorat un récit qui se refuse à toute érotisation ou romantisation de la violence.
Mais si le marché est florissant et se porte à merveille durant cette décennie, le magazine Juné étant tiré en moyenne à 90 000 exemplaires à chaque numéro en 95, et qu'on décompte environ 1 275 000 BL mangas vendus pour l'année 1998, ce qu'on appelle le yaoi va être confronté à ses premiers détracteurs, engendrant par là ce qu'on retient aujourd'hui comme le yaoi ronso, un conflit qui va opposer la communauté homosexuelle japonaise d'un côté et les autrices et lectrices de BL de l'autre, entre 92 et 96. Ishida Hitoshi explique dans son article Representational Appropriation and the Autonomy of Desire in Yaoi BL que tout commence en 92 lorsque dans le magazine Choisir, elle publie un essai de Sato Masaki, homme gay, qui exprime son indignation face aux lectrices de BL. Ces femmes dégoûtantes qui ont un intérêt pervers pour les relations sexuelles entre hommes, je souhaite qu'elles meurent toutes. Certaines autrices ne vont pas s'étonner qu'une telle critique leur soit faite, arguant souvent en faveur de la dimension fantasmagorique de leur récit, en opposition à la remarque récurrente qu'elles écrivent sur quelque chose qu'elles ne connaissent pas et qu'elles ne savent donc pas raconter, qu'elles donneraient ainsi une fausse image des relations homosexuelles entre hommes. D'autres reproches vont s'ajouter, le BL romantise le viol, banalise une certaine forme de violence, propose une image hypersexualisée des hommes, voire fait preuve d'homophobie en mettant en scène des personnages qui n'assument aucunement leur orientation sexuelle, faisant de leur relation avec un autre homme un événement ponctuel de leur vie sans jamais interroger la possibilité d'une véritable attirance pour la jante masculine de manière générale. Cet argument du fantasme comme défense n'est pas totalement inintéressant de la part des autrices. Si l'on ne peut pas nier que le BL ne donne pas de représentation réaliste des relations homosexuelles entre hommes, on ne peut pas non plus oublier que l'irréalisme mis en scène relève d'une question plus large. Quel fondement donner à une production pornographique qui, de toute façon, ne représente pas la réalité et ce, qu'il s'agisse de relations homosexuelles ou hétérosexuelles, que le médium utilisé soit audiovisuel, littéraire ou séquentiel. Si je ne peux pas m'inscrire en faux face aux reproches faits au BL et plus particulièrement à la production des années 90-2000, qui prend essentiellement racine dans le yaoi dojinshi, et donc généralement dans des fantasmes assumés par leurs créatrices, je crois qu'il est important de questionner l'aspect pornographique des titres les plus populaires de l'époque et de voir ce qui peut en ressortir. Le début des années 2000 ne commence pas sous les meilleurs auspices, la controverse autour du BL devenant une affaire politique, le Parti conservateur, le Parti libéral-démocrate, commençant à s'attaquer à la commercialisation de tels ouvrages dans les librairies publiques en raison de leur caractère pornographique. Le développement d'Internet va également participer à étendre le genre en dehors du Japon autant qu'à lui offrir de nouveaux détracteurs. La question de l'hypersexualisation d'adolescents et de la pédopornographie venant s'ajouter aux griefs qui lui sont déjà reprochés. Cependant, l'impact de ces critiques demeure relativement faible et la progression des ventes de BL manga abonde dans ce sens, aussi bien au Japon qu'en Occident. Patrick Galbraith remarque en 2011 dans son article Fujoshi, Fantasy Play and Transgressive Intimacy Among Rotten Girls in Contemporary Japan qu'en 2003, 3,8% des magazines hebdomadaires sont estampillés BL, tandis que l'Institut de recherche Yano indique qu'en 2009, le BL rapportait 21,3 millions de yens. Enfin, aux États-Unis, selon l'article Yaoi Title Strong in Online Sale de ECV2, 3 des 5 meilleures ventes de mangas sur Amazon.com étaient des BL pour le 7 novembre 2004, les entreprises Digital Manga et Central Park Media se trouvant parmi les plus gros vendeurs du marché américain.
Pour ce qui est de la production de l'époque, elle ne diffère pas tant de celle de la décennie précédente et on constate une véritable continuité dans les thèmes abordés et le style narratif. On note cependant que les différents mangas tendent de plus en plus vers des happy ends en accord avec les attentes du lectorat. Une des autrices les plus populaires de l'époque est Yamane Ayano, qui compte aujourd'hui à son actif plus d'une dizaine de titres. Elle commence en proposant des yaoi doujinshi avant de se professionnaliser avec sa série Viewfinder en 2002 dans le magazine de prépublication B-Boy. Toujours en cours, le manga compte actuellement 11 volumes et l'on dénombrait 2,4 millions de copies vendues en 2021. On y suit le jeune photographe Akihito Takaba qui, après sa rencontre avec un prestigieux homme d'affaires, Ryuichi Asami, yakuza dans l'ombre, va se retrouver mêlé à des conflits mêlant la mafia japonaise et la mafia chinoise. La série sera d'ailleurs adaptée sous forme d'un OAV en 2012. Yamane Ayano va en parallèle se mettre à travailler sur une série de fantasy, Crimson Spell, entre 2005 et 2022 pour le magazine Kara Selection, où se déroule une quête dans laquelle un jeune prince victime d'une malédiction va s'associer à un mage puissant pour mettre fin à son calvaire, notamment grâce à des relations sexuelles. L'autrice est aussi connue pour sa série courte en 2 volumes Ikoku Hirokoi Romantan ou Sensual Strangers, paru en 2003 dans le magazine Dra. Au soir de ses noces en Italie, le dirigeant d'un groupe de yakuza, Uemi Ranmaru, va coucher avec le capitaine du bateau où est célébré son mariage. Les 2 hommes vont se croiser à nouveau quelques temps plus tard et vont développer des sentiments amoureux l'un pour l'autre. Le manga est adapté en 2 OAV par le studio d'animation Primetime entre 2007 et 2008. Enfin, le titre Jonju Romantica de Shungiku Nakamura devient un titre emblématique des BL parus durant cette période. Publié depuis 2002 au sein du magazine Asuka Cielu, il s'est écoulé à plus de 15 millions d'exemplaires depuis le début de sa commercialisation. Le manga peut être vu comme précurseur de nombreux titres structurés en récit choral, à savoir qu'il suit en parallèle plusieurs couples et que les personnages se connaissent parfois, se croisent et échangent. Les 4 relations s'articulent autour de 4 histoires différentes: Jonju Romantica, Jonju Égoïste, Jonju Terroriste et Jonju Mistake. Le manga va connaître une adaptation animée par le studio Deen entre 2008 et 2015 pour 3 saisons. On retrouve néanmoins Fumi Yoshinaga qui achève sa série Seiyu Kotu Yogashiten, Antique Bakery, en 2002, publiée depuis 1998 dans le magazine Wings. Sur 4 volumes, l'autrice raconte le quotidien d'une pâtisserie dont le chef pâtissier, Ono Yosuke, est un homme gay aussi doué dans son métier que pour trouver des partenaires qui l'envoûtent par son charme qualifié de ravageur. BL Tranche de vie au ton léger, Antique Bakery, va être adapté en animé en 2008. Fumi Yoshinaga apportera à son matériau d'origine de nombreux yaoi doujinshi au caractère érotique et pornographique. On remarque à cette époque que le magazine June va changer sa ligne éditoriale et que son contenu, originellement tourné vers une forme d'esthétisme, va devenir de plus en plus pornographique. Finalement, la revue n'est plus commercialisée après son numéro de décembre 2012 et son contenu se dématérialise en 2013 pour n'être disponible qu'en ligne avec une grande variété d'offres numériques. La fin de June et les années 2010 vont petit à petit marquer une rupture avec les récits jusqu'alors disponibles dans le commerce. On note qu'après presque 30 ans d'une production relativement homogène, essentiellement inspiré du yaoi doujinshi, le BL va évoluer aussi bien dans sa forme que dans son fond. Ces changements vont prendre en compte les critiques du yaoi ronso des années 90 et sont probablement influencés par une évolution des droits LGBTQ+ au Japon. Bien que l'homosexualité ne soit pas interdite puisqu'elle a été dépénalisée en 1880, les discriminations restent vives. Des efforts sont cependant faits afin de réduire celles-ci. Amnesty International rapportait en 2021 que depuis 2015, suite au mouvement de demande de reconnaissance légale des couples LGBTQ+, ce sont 102 municipalités et 3 préfectures qui ont mis en place le système de partenariat enregistré. Jusqu'alors, les couples homosexuels devaient passer par un système d'adoption afin de pouvoir gérer les questions d'héritage et de partage des biens. En 2016, l'Alliance japonaise et le Parti libéral-démocrate entrent en conflit pour faire naître une loi qui condamne définitivement les discriminations contre les personnes LGBTQ+. Cependant, Amnesty rapporte qu'en 2021, rien n'avait été fait dans ce sens. Néanmoins, le ministère du Travail a promulgué une loi le 27 juin 2016 contre la discrimination à l'embauche en fonction de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre du candidat ou de la candidate. Si la bataille sera probablement encore longue, de nombreuses associations participent activement à enfin donner leur place au sein de la société japonaise aux personnes LGBTQ+. Le journal Le Monde rapportait en 2019 que selon une enquête de l'agence Dentsu, 8% de la population japonaise se considère comme faisant partie de la communauté LGBTQ+.
Parmi les militants engagés dans le mouvement, on retrouve Nanazaki Ryosuke, homme gay qui, en publiant son essai Boku ga Oto ni Deomade, jusqu'à ce que je rencontre mon époux en 2019 chez l'éditeur Bungei Shunju, va donner un coup de pied dans la fourmilière. C'est toute sa vie jusqu'au jour de son mariage qu'il raconte, des doutes de l'enfance à l'acceptation de sa sexualité et à sa décision de militer pour les droits LGBTQ+. L'activiste parvient effectivement à se, et j'y mets des guillemets, marier en toute légalité avec son conjoint en 2016 grâce à une cérémonie bouddhiste qui n'est pas reconnue comme un mariage en tant que tel. Néanmoins, la reconnaissance de l'union civile ainsi que la possibilité d'une cérémonie sont cruciales pour l'avancée des droits LGBTQ+, puisqu'il s'agit du premier mariage homosexuel reconnu religieusement au Japon, comme le rapporte la maison d'édition Seven Seas Entertainment. L'essai de Nanazaki Ryosuke est adapté en manga à partir de 2019 sur le site Bunshun Online, avant d'être publié en format tankobon en avril 2021. Adapté par la mangaka Tsukizuki Yoshi, connue pour ses BL depuis 2017, sous la supervision de Nanazaki lui-même, qui se dit d'ailleurs très reconnaissant envers sa collaboratrice pour avoir adapté son essai et permis à son travail d'activiste de toucher une plus grande audience. Le militant crée en 2015 sa propre entreprise de wedding planner pour les couples LGBTQ+, dans laquelle il offre autant un support juridique que des services maritaux classiques. Pour ce qui est de la production de BL en tant que telle, on constate aux alentours de 2008-2009 qu'une nouvelle génération de mangaka va proposer des histoires qui vont chercher à être de plus en plus réalistes en respectant les personnes LGBTQ+, tout en ne quittant jamais vraiment l'essence du BL manga développé à partir des années 80 et hérité du yaoi doujinshi, les scènes de sexe à tendance pornographique faisant en quelque sorte partie du cahier des charges de ce qu'on appelle désormais depuis une vingtaine d'années le boys love. Vont ainsi naître beaucoup de personnages s'identifiant comme gays, la plupart des rebondissements des récits étant souvent liés à cet état de fait où l'homosexualité, en n'étant pas encore acceptée au Japon, va apporter de nombreux troubles. On va aussi découvrir des myriades d'adolescents qui découvrent leur sexualité, rencontrent leurs premiers amours et apprennent à vivre dans une société qui les accepte mal. Le public va ainsi lire des scènes de coming out, entre une acceptation des parents ou un rejet total de ceux-ci. La psychologie des personnages va ainsi être grandement approfondie à mesure que l'ouverture d'esprit se fait ressentir dans le paysage du BL. Je tiens cependant à souligner le fait que les histoires se réclamant des formes proposées entre les années 90 et 2000 restent extrêmement populaires et n'ont pas disparu du paysage. On insiste ainsi depuis une quinzaine d'années à un élargissement de la proposition et à une diversification de celle-ci. De nouveaux types de BL attirent grandement l'attention au cours des années 2010, l'Omegaverse et le Subdom. Le premier tire son origine des slash fanfictions américaines qui voient le jour au début des années 2010. À l'époque, beaucoup de fanfictions érotiques s'inspirent de personnages de séries TV populaires pour imaginer les ships, couples entre deux personnages qui ne sont pas ensemble selon le canon de la série, mais qui ont une communauté très active autour d'une relation fantasmée, de la même manière que fonctionne le yaoi doujinshi au Japon. L'Omégaverse s'articule de la manière suivante. Dans un monde qui ressemble au nôtre, tous les êtres humains sont déterminés par leur sexe et leur genre, auquel s'ajoute un genre secondaire qui peut être bêta, alpha ou oméga. Chaque genre secondaire a ses spécificités que je me permets de citer à partir d'une représentation de l'Omégaverse proposée par l'Omégaverse Project de l'éditeur Fusion Project, dont je vous parlerai ensuite, et qui constitue en général les premières pages de tout BL de ce type. Les alphas sont considérés comme l'élite et possèdent un charisme naturel ainsi qu'un haut statut social. Les bêtas sont des personnes dans la moyenne et représentent la majorité de la population. Les omégas, quant à eux, issus des classes sociales basses, se caractérisent bien souvent par leur faible constitution physique. Le genre secondaire permet aux alphas et aux omégas de procréer, et ce sans distinction de sexe féminin ou masculin, les hommes omégas possédant des capacités de donner la vie. Tous les 3 mois, les omégas entrent en période de chaleur pendant une semaine, durant laquelle ils sont fertiles et relâchent des phéromones qui produisent un parfum intense et enivrant pour les alphas. Afin de prévenir les symptômes des chaleurs qui influencent leur vie, les omégas prennent une médication qui supprime les effets de leurs phéromones. De même, les alphas peuvent prendre des inhibiteurs qui les empêchent d'être impactés. Dans le cadre où un alpha et un oméga deviendraient partenaires, seuls les membres du couple sont affectés par les phéromones. Alpha et oméga peuvent former ce qui s'appelle un accouplement. L'alpha doit mordre la nuque de son partenaire. Ce lien est instinctif et bien plus puissant que de simples sentiments amoureux ou un mariage. Ce partenariat ne peut en général pas être défait une fois l'oméga mordu, et il est souvent impossible pour les deux parties de mettre fin à leur relation, quand bien même ils rencontreraient leur fated pair, c'est-à-dire une âme sœur. Le lien
peut perdurer jusqu'à la mort et les rares cas où un alpha libérerait un oméga du lien, ce dernier souffrira de lourdes conséquences sur sa santé. La conception de l'omégaverse se base sur des principes biologiques propres aux loups et aux canidés. L'omégaverse imagine un fonctionnement de la société proche de celui de la meute. Un dominant, alpha, qui évolue au sein de bêta et qui ressent une attirance naturelle pour l'oméga, les deux genres secondaires alpha et oméga formant un tout, un symbole d'éternité. Ces normes peuvent varier en fonction des mangas, mais dans l'ensemble, le fonctionnement reste le même. Le genre n'a aucun mal à se faire une place au Japon et se démocratise depuis 2014 grâce à l'éditeur Fusion Product qui commercialise chaque année l'anthologie The Omegaverse Project dans laquelle sont rassemblées de nombreuses histoires prenant place dans cet univers, une des autrices emblématiques étant par exemple Fuyu Natsushita qui se fait remarquer avec le titre Okusama wa Alpha, L'homme de maison est un alpha en 2018 ou encore la série Junjin Omegaverse de Asumi Hana prépubliée dans le magazine Daria depuis 2016 et qui mélange l'Omegaverse avec le Fury où des loups-garous au statut social élevé et au genre secondaire alpha entretiennent des relations avec des omégas humains. De nombreux magazines dans le BL vont ainsi proposer des anthologies Omegaverse comme le B-Boy à partir de 2016 qui propose le B-Boy Omegaverse. L'Omegaverse est un univers intéressant car il permet de nombreuses interprétations et ouvre la porte à des sujets jusque-là peu abordés. Avec sa série Tadaima Okaeri, 4 volumes toujours en cours parus chez Fusion Product, Ishikawa Ishii propose un discours en faveur des relations homosexuelles et développe un propos autour de l'homoparentalité et sur les formes variées que peuvent prendre une famille. Kashima Kotaru, de son côté, va s'emparer de l'Omegaverse en 2019 avec son titre Kakumei no Alpha dans le Daisy Comics qui prend place dans une période qui rappelle grandement la Révolution française. Profitant de ce contexte, elle développe un propos autour de la lutte des classes et de la discrimination grâce au personnage principal qui va militer en faveur de l'égalité des droits pour chacun, peu importe le genre secondaire et le statut social que ce dernier impose. Beaucoup d'Omegaverse vont ainsi porter sur le viol et le consentement, la condition des omégas et le relâchement de leurs phéromones, faisant d'eux les proies faciles des alphas, qui, derrière le discours de l'instinct constitutif de leur genre secondaire, se permettent les pires sévices sexuels. On verra ainsi des omégas se reconstruire après une agression sexuelle, comme dans Keraide Isasete de Hijiki, paru en 2019 dans le B-Boy Omegaverse, qui suit la résilience de Koga Naoto après avoir été violée par un alpha et être tombée enceinte, devant désormais assumer d'être un parent célibataire, jonglant entre l'éducation de sa fille et son travail qu'il a du mal à maintenir à cause des problématiques qu'engendre le fait qu'il soit un oméga, en plus de se remettre difficilement de son traumatisme. On peut également interpréter l'Omegaverse comme une métaphore de la condition des femmes et de la société patriarcale où les alphas seraient en fait simplement les hommes et les omégas une allégorie des femmes. La période des chaleurs s'apparenterait à celle des menstruations et les différentes agressions sexuelles et discriminations faites à leur égard pouvant être le symbole des violences sexistes en général. Bref, de l'Omegaverse en veux-tu, en voilà, une production allant des titres avec un propos de fond à des titres purement érotiques, de la SF comme de la fantasy, du fury à la simple histoire d'amour. Autrement, le sub-dom qui prend racine dans l'Omegaverse apparaît petit à petit au cours de l'année 2017. À la différence d'un genre secondaire constitué de bêta, d'alpha et d'oméga, on se trouve face à des subs et des doms, chacun des genres secondaires se caractérisant par un comportement naturel de soumission ou de domination. Les relations fonctionnent selon la dynamique suivante. Le sub souhaite recevoir des ordres, être puni, protégé, félicité et servi, tandis que le dom souhaite ordonner, punir, protéger, prendre soin de son partenaire et obtenir sa confiance. En cas de non-satisfaction de ces désirs naturels, sub comme dom peuvent souffrir de problèmes de santé qu'une médication peut supprimer de manière temporaire. Dans un univers réglementé par les principes des pratiques BDSM, les autrices mettent en exergue un discours autour du consentement et de son importance au sein des relations amoureuses, utilisant le safe word comme marqueur d'une limite à ne jamais dépasser au sein du couple, un nom symbolique. Parmi les titres notables, on peut trouver Kimi no Aimoto de Ai wo Chiru de Hatono Matsuri, publié en 2020 dans le magazine J-Lish Comics. En plus de ces deux types de BL contemporains assez marquants, on trouve des titres à la construction plus classique qui vont apporter un discours positif autour des relations homosexuelles, comme Given de Natsuki Kizu, prépublié dans le magazine Cherry Plus depuis 2013, récit choral qui suit plusieurs couples dans le milieu de la musique. Ritsuka Uenoyama est un jeune lycéen prodige de la guitare qui partage son temps entre ses cours et son groupe The Seasons, composé de Haruki Nakayama à la basse et Akihiko Kaji à la batterie, des étudiants à l'université. Blasé par son instrument de musique, ses activités scolaires et son quotidien, Uenoyama ne reprend goût à la musique qu'après sa rencontre avec un certain Mafuyu Sato, un garçon au passé trouble du même établissement que lui qui se balade constamment avec une guitare sur le dos alors même qu'il ne sait pas en jouer.
Se retrouvant à enseigner la guitare à Mafuyu malgré lui, le jeune Uenoyama développe peu à peu des sentiments pour lui et réalise l'impact de la musique sur ceux qui l'entourent. On retiendra dans le manga une conversation très importante entre Akihiko, lui-même bisexuel, et Uenoyama qui découvre son homosexualité, au sujet du fait qu'il n'y a rien d'anormal à éprouver des sentiments pour un autre garçon. Le manga, très populaire, est adapté en 2019 en anime par le studio Lerche et un film est produit l'année suivante par le label Blue Lynx. Blue Lynx est un label développé en 2017 par la chaîne Fuji TV qui se spécialise dans la production de films d'animation BL, Blue Lynx étant l'acronyme de BL, Boys Love. Le studio propose sa première production en 2020, au mois de janvier, avec une adaptation du très populaire manga Saezuru Tori wa Abatakanai de Kuyoneda, publié depuis 2011 dans le magazine Ear Hertz, qui suit la longue histoire d'amour entre un yakuza masochiste Yashiro et son garde du corps Shikara Dumeki. Les deux hommes, attirés l'un par l'autre, vont presque constamment se manquer, ce qui fait d'eux un des couples les plus emblématiques des récits dits slow burn, c'est-à-dire que la progression de la relation est extrêmement lente et qu'elle crée à la fois une frustration et une attente chez le lectorat. Aussi, parmi les titres qui posent une réflexion sur l'acceptation de l'homosexualité, on trouve le diptyque Smells Like Green Spirit de Saburo Nagai, paru en 2011 dans le Comic Bee, et qui raconte les tourments d'un jeune adolescent, Mishima, victime de harcèlement scolaire pour son physique efféminé et dont le bourreau est un camarade de classe qui, en réalité, refoule son homosexualité. Dans un contexte plus adulte, les récits chorales de Minaduki Yu, comme Sayonara Game, Change World et Love Nest, tous parus au sein du magazine Dire Plus entre 2016 et 2018, ont abordé les questions de la confiance et de la communication au sein de deux couples différents, dans des récits axés sur la tranche de vie, un genre de plus en plus apprécié par le public. Elle continue à développer ses personnages dans la série Love Nest Second en 2019 et son nouveau titre Engage, prépublié depuis 2021, toujours dans le magazine Dire Plus. De son côté, Ogeretsu Tanaka aborde la violence conjugale frontalement et sans filtre dans 4 titres parus entre 2014 et 2017 dans le Cherry Plus et le Dire Plus. Sabita Yoru Demo Koi wa Sasayaku, Renai Ruby no Tadashi Furikata et Adakeru Kaibutsu, ainsi que dans une histoire annexe, Azami. Aussi, parmi les autrices qui se démarquent, on retrouve Arada, qui prend à revers tous les motifs les plus vus et revus du yaoi doujinshi et du boys love pour mieux les détourner ou en exagérer les traits jusqu'à l'outrance. Ces titres, souvent considérés comme des comédies, sont en réalité empreints d'un grand cynisme dans lequel elle condamne en sous-texte les comportements nocifs, le viol ou encore la pédophilie, dernier sujet qu'elle aborde sans pudeur dans Ni-chan en 2013 pour le magazine Kana. Il est cependant encore difficile d'avoir une vision globale de la dernière décennie et de celle dans laquelle nous sommes, bien que l'on remarque une véritable évolution dans la manière dont les relations entre hommes sont abordées, contrastant avec la vision fantasmée qui constituait jusqu'alors l'essentiel de la production. Les Chichill BL Awards, qui récompensent les meilleurs titres BL, drama, drama CD, roman, manga, etc., selon le vote du public, qui ont lieu chaque année depuis 2009, participent grandement à démontrer la diversification du marché, en plus de donner une indication précise des titres les plus populaires, certains revenant dans les classements régulièrement depuis 13 ans. Enfin, le fait que de plus en plus de lecteurs soient masculins et de toute orientation sexuelle invite inévitablement les autrices à adapter leurs personnages à leurs lecteurs. L'engagement de certaines autrices, comme Toyota Yu, qui annonçait récemment vouloir reverser une partie de la recette de l'adaptation live de son manga Cherry Magic 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard, publié depuis 2018 dans le Gangan Pixiv, à l'association LGBTQ+, Marriage for All Japan, est prometteuse aussi bien pour l'évolution du boys love que pour la reconnaissance des droits LGBTQ+, au Japon.
Pour conclure, ainsi sur près de 50 années, le BL a grandement évolué d'univers esthétique et mélancolique dit Shonen Ai dans les années 70 à l'explosion du marché amateur des yaoi doujinshi qui, à partir des années 80 et dont l'aspect pornographique, vont s'imposer comme une norme narrative dans les boys love qui, quant à eux, vont se démocratiser au cours des années 90 et ce malgré le yaoi ronso, grâce à la publication de nombreux magazines et à de nouveaux médiums pour continuer sa course dans les années 2000 et enfin évoluer considérablement depuis une quinzaine d'années. Le BL, écrit essentiellement par les femmes et pour les femmes, ne peut être dissocié de sa cible éditoriale d'origine, shoujo, bien que certains éditeurs tentent de prendre leur distance avec le BL et la démographie shoujo, comme on le voyait récemment chez l'éditeur Jin Pixiv, qui souhaite faire du titre Sasaki Tomiyano de Harusono Soyo un boys life, l'éloignant considérablement de sa source originelle et questionnant par là la forme contemporaine du BL et sa place au Japon, à mesure que les droits LGBTQ+ évoluent. Le marché se porte bien et Sora News 24 rapportait d'ailleurs en 2020 que 37% du lectorat mettait une moyenne de 100 000 yens dans le BL chaque année et le genre s'étend de plus en plus à d'autres pays tels que la Chine, la Corée du Sud, la Thaïlande ou Taïwan grâce à l'expansion du webtoon et à la production de dramas TV très populaires. Je terminerai cet épisode en citant les mots de Fujimoto Yukari, professeur à l'université Meiji. Le genre BL compte maintenant de nombreuses œuvres de qualité qui décrivent avec délicatesse la diversité des relations humaines, au-delà des stéréotypes de la normalité et du sens commun. De même qu'en Thaïlande et à Taïwan où les séries télé BL en images réelles travaillent à réduire l'écart entre fiction et réalité et modifient peu à peu la société, au Japon, si le BL du quotidien se diffuse dans la conscience des gens, il peut marquer le début d'une ère nouvelle. J'aimerais profiter de cette conclusion pour remercier Laetitia qui m'a encouragée à faire un épisode sur ce sujet, remercier Juliette pour son soutien, ses relectures et nos conversations toutes plus enrichissantes les unes que les autres sur le Boys Love, ainsi que pour ses mots bienveillants qui m'ont fait comprendre que je ne devais pas abandonner ce podcast, et aussi remercier Julien pour m'avoir dit sans cesse d'avoir confiance en moi et en mon travail de recherche. Enfin, je vous remercie vous pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Immersion.そう、それでいい。何も見るな、何も聞くな。ただ感じていればいい。もっと深く、熱く、みだらに、私だけを。お前は私のペットだりき。たとえ奈落の底を這いずり回ろうとも。